Le panorama économique est toujours incertain et c'est ce que reflètent les performances contrastées entre les bourses américaines et les bourses européennes. C'est parti pour une nouvelle séance de décryptage. Nuno Teixeira, bonjour. Bonjour Caroline. Alors effectivement, rien de pire que l'incertitude, que ce soit pour les entreprises qui ont besoin de visibilité pour investir, mais également les ménages pour orienter leur consommation. Alors aujourd'hui, on a même des anticipations de ralentissement de la croissance économique. Est-ce qu'on va jusqu'à un risque de récession aux États-Unis? Alors, peut-être pas encore, mais c'est vrai qu'on démarrait l'année avec somme toute un consensus sur le maintien de la croissance américaine à un niveau assez élevé, et puis patatras avec les discours, les déclarations tonitruantes de Donald Trump. Il a semé une véritable pagaille au sens économique du terme, en menaçant notamment un certain nombre d'alliés, plutôt que ce qui avait été plutôt annoncé dans la campagne, c'est-à-dire des menaces visant essentiellement la Chine. Là, on a tapé sur le Mexique, sur le Canada, sur l'Europe, qui ne se laisse pas faire exactement, donc risque de mesures de rétorsion, donc on fait machine arrière, on repart en avant. Tout ça, ça crée énormément d'incertitudes pour les ménages qui ne savent pas si les produits qu'ils vont acheter vont augmenter d'un jour à l'autre sous l'effet des droits de douane. Pour les entreprises également, qui ne savent pas si elles doivent investir, recruter ou pas. Donc ça crée l'incertitude. Et je ne parle même pas des politiques visant les agences américaines de la part de Elon Musk, qui évidemment crée de l'incertitude carrément sur un risque de chômage pour un certain nombre d'employés des services fédéraux. Donc ça va quand même assez loin. On verra si tout ça fait boule de neige. Pour l'instant, on est plutôt sur une perspective de ralentissement de la croissance aux États-Unis par rapport à ce qui était attendu. On verra si les choses se calment un petit peu du côté des politiques de Trump. Sur les semaines suivantes. Alors, par contre, c'est une autre partition qui se joue en Europe où les nouvelles sont meilleures. On attendait beaucoup des élections en Allemagne. Vraisemblablement, ça va dans le bon sens. Est-ce que ça va être positif sur la croissance européenne, tous ces événements? Oui, alors il y a eu deux phases. Il y a eu d'abord de l'anticipation, puisqu'on savait qu'il y avait des élections en Allemagne et que visiblement ce serait une majorité de droite conservatrice CDU avec Friedrich Merz qui était plutôt en faveur d'un relâchement, je dirais, de certaines contraintes, en particulier pour financer l'effort de défense. Il faut voir que l'Allemagne a été extrêmement orthodoxe et donc avait des marges de manœuvre importantes. Et puis il y a eu une seconde phase avec cette entrevue humiliante pour Zelensky, qui a montré aux Européens qu'ils étaient extrêmement démunis en cas de retrait des Américains de l'OTAN ou en tout cas de non-engagement pour assurer la sécurité des pays européens. Et donc là, on est passé à la vitesse supérieure avec visiblement l'espoir, on le verra cette semaine ou la semaine prochaine, d'un plan d'ampleur en Allemagne, voté avec l'ancienne législature, puisqu'on peut profiter du fait que la nouvelle Assemblée n'est pas encore en place pour faire passer des mesures qui seraient plus difficiles à faire passer avec la nouvelle majorité. Donc le SPD, la CDU et puis les Verts pourraient se mettre d'accord sur un plan d'infrastructure de l'ordre de 500 milliards d'euros, avec à la fois des dépenses pour la défense et puis pour des infrastructures qui en Allemagne en ont bien besoin également. Donc tout ça, c'est favorable à la croissance, non seulement en Allemagne, mais également pour le reste de l'Europe, où on voit des initiatives du même ordre dans certains pays. Et puis évidemment, au niveau européen, on l'espère également. Alors, est-ce que ça va changer la politique monétaire de la Banque centrale européenne aujourd'hui? On a vu qu'elle avait baissé les taux directeurs comme attendu. Est-ce qu'on peut se projeter sur la politique à venir de la banque? Alors c'est vrai qu'on s'attendait à une déconnexion du coup des politiques monétaires cette année, puisque la Fed avait laissé entendre que finalement elle avait fait son travail, qu'elle n'avait pas besoin de relancer davantage l'économie. On commence à avoir des petits doutes, on verra si le ralentissement est suffisamment prononcé pour qu'elle ait des marges de manœuvre, mais pour l'instant elle ne bouge pas. La BCE, on l'attendait dans la détente.
elle l'a fait. On est redescendu sur le taux de dépôt à 2,50. On devrait encore avoir une baisse d'1 quart de point en avril. C'est un petit peu plus incertain pour juin. Nous, on pense qu'elle ira jusqu'à 2%, effectivement, qu'elle continuera à accompagner le mouvement. Mais elle a cette incertitude parce que qui dit droit de douane imposé sur les produits européens par les Américains dit mesure de rétorsion éventuelle de la part des Européens sur des produits américains. Donc, droit de douane plus élevé, ça peut entraîner un peu d'inflation. Et puis, on a ce plan de relance. Alors, est-ce qu'il va être inflationniste? Ça peut justifier d'un peu d'attentisme de la BCE, mais il nous semble quand même que ce taux neutre de 2% devrait pouvoir être atteint d'ici au mois de juin. Et ça reste un objectif. Tout à fait. Alors, dans ce contexte, nous allons voir quelles sont les décisions que vous prenez en termes d'allocation. Bien sûr. Je l'évoquais en introduction, donc des performances boursières contrastées entre les États-Unis et l'Europe. On l'a vu à notre dernière séance, vous aviez une position plutôt neutre sur les actions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous restez également dans une, je dirais peut-être une espèce d'attentisme? Est-ce que vous avez modifié vos allocations? Non, nous restons dans une position neutre. On avait progressivement abaissé nos allocations. On était dans une petite surpondération. On l'a abaissé. En particulier, on avait gardé une surpondération européenne depuis le début de l'année, assez justifiée finalement, puisque les performances des bourses européennes sont sensiblement meilleures que celles des États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu d'abord des prises de bénéfices parce que le marché américain avait beaucoup surperformé. Il était un peu seul au monde. C'est vrai. Notamment sur les valeurs technologiques. Voilà, pour les valeurs technologiques. Bon, on a ramené un petit peu de raison à tout ça, après DeepSeek, et puis aussi finalement un environnement qui est moins favorable à certaines d'entre elles, dont Tesla, qui a perdu 50% de sa valeur. Donc un certain désamour temporaire, en tout cas pour les valeurs technologiques, qui pèsent sur les indices américains, avec cette incertitude sur les évolutions de croissance et sur la politique de Trump. Mais il y a quand même des valeurs qui profitent de la situation aujourd'hui. Oui, alors en Europe en particulier, en Europe, alors c'est plutôt des secteurs plus traditionnels, hein. Évidemment les secteurs de défense, c'est logique, mais aussi par exemple la construction et puis les valeurs financières. Puisque en Europe, on a eu plutôt une remontée des taux à long terme, à peu près 50 centimes hein, sur les dettes souveraines européennes, hein, donc c'est quand même assez significatif, tout simplement parce qu'il va y avoir une forme de déficit d'épargne pour financer ces plans d'investissement. Il va falloir mobiliser l'épargne des Européens et l'épargne mondiale pour financer à la fois les besoins peut-être de reconstruction de l'Ukraine, les besoins de reconstruction d'une défense crédible, et puis d'autres projets d'infrastructure, notamment liés à la transition écologique. Donc tout ça va dans le sens de taux d'intérêt plutôt durablement plus élevés, ce qui nous a amené là aussi à avoir une posture un peu plus prudente sur les taux. Vous êtes déjà sur une maturité plus courte. Voilà, en fait, des on taux. avait plutôt bien fait d'ailleurs de rester sur ces maturités plus courtes qui ont été moins pénalisées par la remontée des taux d'intérêt, et on reste pour l'instant dans cet attentisme. Avoir des taux allemands à 3%, on y est presque hein, à 10 centimes près, ça ne serait pas vraiment choquant, c'est 50 centimes de plus que la moyenne de l'année dernière. Il faut rappeler quand même que normalement on a une courbe des taux qui doit avoir une certaine hiérarchie entre la partie courte plus basse et la partie à long terme plus élevée. C'est ce qu'on a reconstitué ces dernières semaines. Nodo Texera, merci. Merci Caroline. Merci à tous également de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Décryptage.